On va aller explorer deux autres sujets qui sont relativement différents avec Soline et Karen. Donc, pour vous présenter, Soline Le Désert, tu es la Head of Design du Consortium international des journalistes d'investigation, autrement appelé ICIJ, si je ne me trompe pas. Et Karen Bastien, tu es la fondatrice de l'agence de data journalisme et de data visualisation, We Do Data. Donc vous avez toutes les deux postures qui sont relativement, deux places qui sont aux deux extrémités peut-être des chaînes de production d'enquête journalistique. Et donc je vous propose qu'on commence avec toi, Soline, précisément parce que tu es un petit peu en amont de ces pratiques-là à l'ICIJ. Est-ce que peut-être tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est que l'ICIJ, qu'est-ce que vous y faites, comment est-ce que ça fonctionne, et toi, quel est ton rôle dans la structure ? Donc en fait, le Consortium international des journalistes d'investigation, c'est une association à but non lucratif qui est basée à Washington et qui est composée d'une quarantaine d'employés. Il y a à peu près 20 journalistes ou administratifs et le reste, c'est technologie et data. C'est vraiment ce qui fait la spécificité du consortium. Et en fait, pourquoi ça s'est construit comme ça ? Parce que le consortium s'est mis en place un petit peu avant, au milieu des années 2010. Et en 2016, on a publié les Panama Papers, qui étaient qui constituaient un défi énorme parce que c'était des millions de documents qui devaient être analysés par des centaines de journalistes à travers le monde, puisque notre spécialité, c'est de coordonner des enquêtes internationales avec beaucoup de données. Et donc, très rapidement, s'est posé la question de quels outils utilisent les journalistes pour traiter ces données, sachant qu'elles sont très sensibles. Et donc, on a dû créer, ne trouvant pas de solution sécurisée et scalable sur le marché, on a opté pour construire nous-mêmes les outils. Et donc, aujourd'hui, on a créé plusieurs logiciels qui sont tous open source et gratuits parce que ça fait partie de la philosophie de l'association de mettre à disposition les outils qu'on développe à tous les journalistes et d'autres métiers, d'autres personnes utilisent les outils. Et donc on a développé principalement deux logiciels. Le premier qui s'appelle DataShare permet de chercher dans des documents, tout simplement, filtrer, analyser, utiliser de l'IA sur des documents. Donc c'est vraiment une plateforme comme une sorte de Google sécurisée en ligne. Et le deuxième, qui est lié à l'usage de l'IA qu'on a depuis au moins 2018, c'est un logiciel qui permet de valider des données qui ont été extraites automatiquement de documents. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Voilà, c'est un peu ce qui fait la spécificité. Et donc par rapport à l'intervention moi, par exemple, je ne touche pas du tout au design des articles ou même le site de l'ICIJ, c'est pas moi qui le gère. En fait, moi, je suis dans une position, je suis la seule designeuse. Je travaille avec 6 développeurs en data engineering et des sysadmins. Et je suis vraiment dans la conception des logiciels. Donc, je fais de la user research auprès des journalistes pour savoir quels sont leurs besoins. Je développe les logiciels, je conçois les maquettes sur Figma, je les fais tester par les journalistes. Et ensuite, ça part en développement avec mes collègues front-end et back-end développeurs. Et donc, tes utilisateurs, oui. C'est aussi bien des journalistes de l'ICIJ que des journalistes de toutes les rédactions internationales. Ouais. Finalement, c'est qui votre public et votre audience en tant que consortium ? Eh bien, nos utilisateurs, les principaux, c'est effectivement les journalistes de l'ICIJ et nos partenaires. Donc, on a fait des enquêtes qui rassemblaient jusqu'à 600 journalistes de centaines de pays. Et en fait, après, nos logiciels peuvent aussi être téléchargés par n'importe quel journaliste dans le monde qui l'utilise en local sur son ordinateur ou par certaines rédactions comme Reuters qui l'utilisent en tant qu'équipe, donc qui l'utilisent sur leur propre serveur pour gérer aussi des masses de données importantes qu'ils ont. Donc en fait, moi je suis en interaction quotidienne en user research avec les journalistes de l'ICIJ, nos partenaires, et après, de façon beaucoup moins fréquente avec des journalistes partout dans le monde. Et en fait, il y a des administrations, il y a des entreprises, il y a des consultants qui nous utilisent aussi. Il y a aussi des gens qui sont hors du champ journalistique qui utilisent le logiciel. Et donc, ça fait 2 fois que tu utilises l'expression données. Est-ce que tu peux qualifier précisément les données que vous traitez ? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup des documents. Oui. Concrètement, vous manipulez quoi ? Eh ben, aujourd'hui, on a à peu près 80 millions de documents parce qu'on a accumulé les Panama Papers, les Pandora Papers,
Uber Files, beaucoup de leaks. Donc en fait, on fait face à une variété de documents qui sont principalement du texte et des images. On a aussi de temps en temps des vidéos et de l'audio. Donc là, on utilise des logiciels de speech to text. Donc on transcrit en fait l'audio dans un format textuel. Quand on a des images, des scans, dans des leaks, il peut y avoir des contrats qui ont été scannés ou c'est des photos. Dans ce cas-là, on utilise des techniques pour extraire le texte. Voilà, ça s'appelle de l'ECR, c'est de la reconnaissance optique de caractère. On extrait le texte, ce qui permet aux journalistes après de chercher de façon textuelle avec une barre de recherche dans l'ensemble des documents. Donc la donnée, on la transforme en texte en fait. Elle arrive de façon, ça peut être des tables, des PDF, des emails, des messages. Dans les Uber Files, il y avait beaucoup de messagerie du lanceur d'alerte. Donc en fait, on prend tout ça et la force de DataShare, c'est de pouvoir ensuite tout réduire à un format textuel qui permet de rendre le tout cherchable. Et tu avais des captures d'écran, tu veux peut-être les montrer Oui, je veux bien les montrer carrément. En fait, aujourd'hui, on a une version de DataShare qui est... Ça fonctionne. 1, 2, 1, 2. Est-ce que je sais pas, est-ce que ça fonctionne dans les enceintes? Ouais, un petit peu, super. Ça on t'entendra un peu mieux. En fait, je vais vous montrer rapidement DataShare qui sera... Ça c'est la nouvelle version qui va sortir bientôt. Parce que justement, en fait, il y a 1 an et demi, j'ai eu une grosse réflexion sur l'accessibilité. Et il y a cette directive de l'Union européenne qui va être normalement, je crois, mise en place en 2025 sur le fait que la plupart des logiciels doivent être accessibles. Donc en gros, ça c'est la version. Actuellement, si vous téléchargez DataShare, c'est pas cette version. Mais si vous rajoutez juste Next dans l'URL, vous accédez à la version qui est en cours, qui est encore un peu en bêta, mais dans quelques semaines qui sera en ligne. Donc là, c'est une version publique. Donc les LuxLeaks, on peut chercher dedans. D'abord, en fait, je vais peut-être juste vous montrer d'abord ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait, c'est que quand on a des leaks qui arrivent, on indexe les documents et après on fait tourner des petits logiciels d'intelligence artificielle qui font du traitement de langage naturel, qui permettent, ce qu'on appelle NLP en anglais, qui permettent d'identifier automatiquement les noms de personnes, d'organisations, de lieux, tout ce qui est entité, les numéros de téléphone, les emails, etc. Et donc en fait, grâce à DataShare, on a une première vue sur... On scroll dans l'autre sens. On a une première vue sur le nombre de personnes, de gens, d'organisations, donc entreprises ou administrations, ou associations qui sont dans les documents. En plus, après, on voit s'il y a des dates de création, on a toutes les métadonnées qui peuvent être analysées. Quel type, donc voilà, on voit directement que dans les LuxLeaks, il n'y a que des PDF, que c'est principalement en anglais. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi que dans les LuxLeaks, grâce à l'identification d'entités nommées, il y a tout de suite un nom qui ressortait qui était le nom d'un administrateur dans le fisc luxembourgeois. Et en fait, assez rapidement, du coup, on a au moins une idée de quoi parle le leaks. Qui est dans le leaks, dans quel pays ça se passe, de quoi parlent les documents. Et après, donc, on cherche dans les documents. Donc... là, on a donc un document, on voit le texte extrait qui est ici, on peut chercher dedans, on voit l'original, donc voilà, ça c'est un document du fisc luxembourgeois. On a les métadonnées et on a des entités, donc les noms de personnes, les noms d'organisations, les lieux qui sont mentionnés dans ce document, combien de fois c'est mentionné. Ça, c'est un peu le gros du logiciel. Et après, on a un autre système qui est très utile pour les journalistes, de ce qu'on appelle des batch search. Alors, peut-être t'expliquer ce que tu appelles. Ouais, en fait, par exemple, si vous êtes un journaliste français, qu'on vous donne un leak comme les Panama Papers, vous allez vous dire, est-ce qu'il y a des Français dedans? Au lieu de chercher les noms un à un de chaque ministre, ancien ministre, toutes les personnalités, etc., vous allez constituer vous-même une liste et vous allez la mettre sur DataShare et là, il va ressortir les résultats de recherche pour chaque entité. Donc en fait, c'est un gain de temps énorme. Ça, c'est des trucs du X qu'on a développé vraiment avec la connaissance métier de qu'est-ce que font les journalistes sur les leaks. Et, voilà, c'est un peu typique de ce que je fais.
tu veux que je revienne là-dessus. Ouais, effectivement, oui, on peut repartir de là. Désolé, j'ai perdu le fil de mes questions. Oui, donc ça sous-entend, est-ce que ça veut dire que c'est un niveau de simplicité du stade où moi j'ai un lot de fichiers que je vais analyser, je le dépose dedans et je peux tout de suite travailler, où il y a quand même une partie de traitement des données qui doit être confiée à des data analystes qui vont travailler les données avant qu'elles atterrissent dans ces logiciels? Non, en fait, le logiciel fait tout. Ok. Ouais. Donc, en fait, on a embarqué des logiciels. Derrière DataShare, il y a Elasticsearch qui fait la recherche, il y a les logiciels de NLP qui se mettent en place tout seuls. Donc, a priori, un journaliste sans compétences data peut utiliser le logiciel comme ça. Ouais. Mais que tu vas pas. Enfin, c'est un logiciel qui nécessite quand même des serveurs, on imagine, relativement puissants. Tu vas pas l'installer sur ton ordinateur. Si, en fait, Ok. si. On a créé une version light, justement, parce on travaille avec des journalistes dans des pays qui ont soit des mauvais, pas des mauvais, des vieux ordinateurs, notamment en Afrique ou dans des pays en voie de développement, des mauvaises connexions Internet. Et en fait, ça a été très bénéfique d'ailleurs pour tout le monde parce qu'on a eu cette réflexion sur comment faire en sorte que le logiciel soit le plus léger possible. Et du coup, il est léger pour tout le monde parce qu'il peut être installé sur un Mac, pas les plus vieux Mac, mais un Mac assez récent, un PC. Et donc, ce que tu disais, c'est que une fois que les données elles sont dans ce système-là, vient ensuite la question de comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on les enquête. Et à l'ICIJ, une des grosses problématiques que vous allez avoir, c'est le fact-checking des données. Est-ce que c'est un terme que tu emploies, ou en tout cas le fait de confirmer que les données, elles sont bien elles confirment des faits réels. Comment est-ce que ce process se déroule? Comment est-ce que toi tu l'outilles avec des logiciels? Ouais, alors en fait, en 2018, on a commencé à utiliser de l'IA pour une enquête qui s'appelait Implant Files sur les dispositifs médicaux, donc tout ce qui est tous les dispositifs médicaux qu'on se met dans le corps ou qu'on utilise pour le diabète, pour tout ça. Et on a fait des demandes dans plusieurs pays de documents qui parlaient des conséquences de ces dispositifs médicaux sur la santé. Donc on s'est retrouvé avec, encore une fois, des milliers de documents. Et là, il y a eu des logiciels d'IA qui ont tourné pour identifier les documents qui parlaient de mort. Donc quel dispositif entraîne la mort, sauf que la façon dont c'est écrit dans un texte est très variée, les données ne sont pas structurées. Donc parfois c'est mort, parfois c'est décès, parfois... Voilà. Et donc il a fallu faire ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Donc on faisait tourner le logiciel, ça revenait des résultats, puis on se rendait compte qu'on avait oublié tel... voilà, donc on fait apprendre le logiciel à trouver encore plus, de façon plus précise les choses. Sauf qu'en fait, donc on se retrouve avec plein de données sortantes qui font gagner un peu de temps, mais après, l'équipe data qui s'est retrouvée pendant des mois à devoir fact-checker chaque donnée extraite, parce que quand on publie quelque chose, chaque donnée qu'on publie est vérifiée 4 fois, puis une dernière fois par un avocat. Donc en fait, l'équipe data est devenue un peu folle pendant des mois et se retrouvait avec des tableaux Excel de lignes à vérifier, où il y avait tel document mentionne une mort, d'une personne de tel genre, et puis après il fallait retourner dans le document pour voir si ça avait été bien extrait. Et ça, tout le monde toutes les rédactions aujourd'hui qui utilisent l'IA s'y confrontent, le Guardian, tout le monde. Et donc l'équipe data, là on a eu l'idée de créer Prophecies, c'est un autre logiciel qui permet de faire de la validation de données par une équipe, donc la même donnée est vérifiée plusieurs fois. Et donc ça c'est Prophecies, je peux le montrer aussi rapidement. C'est sur le slide. Ouais. Voilà. Donc là, dans Prophecies, en fait, on voit qu'il y a des jeux de données à vérifier. Donc par exemple des passeports. On rentre dedans. Là, il y a plusieurs personnes qui doivent... on voit la progression pour chaque round de vérification. Et là, typiquement, j'ai une adresse et je dois vérifier que le pays de l'adresse correspond bien, a bien été extrait. Donc je dis si c'est correct, incorrect, ou je change le pays. Et voilà, ça fait Et puis au lieu d'être sur Excel et de devoir ouvrir Maps à côté, on importe une petite carte. Et en fait, ils le font, l'équipe data était
ils ont gagné un temps fou, ils étaient super contents parce que ils peuvent le faire de façon beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un projet qu'on fait avec l'université d'Oslo, où en fait on essaie de détecter tous les passeports qu'il y a dans nos leaks. Et après, l'équipe data voit la photo du passeport, dit si c'est vraiment un passeport ou pas, et ensuite dit si le pays a bien été attribué aussi, right, wrong, etc. Et ça, c'est une réalité du boulot de journalistes qui utilisent l'IA, toute cette partie vérification. Voilà, ça demande des logiciels en fait, et donc c'est pour ça qu'on les développe. Et aujourd'hui, cet usage d'IA, il est systématisé dans les travaux que vous menez, ou ce type de logiciel, c'est quand même... à quel point ça représente l'intégralité des leaks que vous traitez, ou c'est une minorité? Non, il y a toujours de l'IA sur les leaks qu'on utilise. Après, parfois, c'est des données plus ou moins simples. Par contre, on est on est très précautionneux sur l'aspect plus LLM, les dernières versions d'IA, où on n'a pas par exemple, DataShare, c'est un logiciel de recherche, donc on pourrait se dire, on va mettre un agent conversationnel dedans, à la ChatGPT. Le journaliste, au lieu de chercher avec des filtres et des trucs, il pose une question, dis-moi tous les Français qui ont fait de l'évasion fiscale. Et en fait, ça, pour des raisons économiques, parce que les coûts de serveur seraient très importants, écologiques et éthiques, pour l'instant, on n'utilise pas. Il y a eu aussi le fait qu'il n'y avait pas de LLM open source qu'on peut utiliser sur nos serveurs pendant très longtemps. C'est que récemment qu'on peut le faire de façon sécurisée, du coup, en local. Et par contre, oui, on n'est pas très... Pour l'instant, on est plutôt assez critique par rapport à ces technologies, mais notre data engineer teste en fait des modèles, puis on fait avec des chercheurs aussi pour voir l'opportunité, justement. Mais c'est vraiment un arbitrage qui tient compte du prix, de l'aspect écologique, de l'aspect sécurité, éthique, etc. Ouais. Alors peut-être pour passer à Karen et revenir ensuite vers une discussion plus croisée. Moi je me souviens que j'ai découvert WeDoData, je pense que c'était au moment où je commençais ma thèse, et on avait commencé un projet ensemble parce que vous aviez fait un projet pour l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, sur le voyage des œuvres antiques, qui m'avait beaucoup impressionné. Je ne sais pas si tout le monde connaît WeDoData dans la salle, même si c'est une agence qui est très connue dans le monde du data journalisme, mais nos étudiants peut-être pas forcément. Est-ce que tu pourrais représenter ce qu'est votre agence, ce que vous faites, quel est votre objectif et les typologies de clients que vous avez? Donc WeDoData, j'aime à dire qu'on est une agence de narration de données, parce que dans la narration, pour moi, il y a les aspects éditoriaux, journalistiques, puisqu'effectivement, on peut accompagner un certain nombre de rédactions ou produire nous-mêmes des enquêtes de data journalisme, mais on va toujours jusqu'à la narration visuelle. C'est notre truc effectivement, donc dans l'équipe, il y a effectivement des UX designers, des motion designers. C'est dire de rendre visible et lisible de la donnée qui n'est pas forcément très accessible à nos yeux. Les tableurs restent des tableurs, ils sont très importants pour structurer la donnée, mais à un moment, pour rendre compte, rendre visibles les résultats, voilà, moi j'ai toujours été attentive à ça dans tout mon parcours professionnel de journaliste, effectivement. Et donc du coup, dans l'équipe, donc dans cette équipe de narrateurs de données, on aime bien dire aussi designer d'information, et chacun un peu, moi depuis longtemps je me sens designeuse d'information, alors que je n'ai pas de background de design, mais de par mon souci tout le temps de rendre visible, compréhensible l'information. Et du coup avec l'équipe, effectivement, donc il y a des data scientists, data journalistes, il y a data tout le temps. Ils disent data designer, voilà. Développeurs aussi, donc c'est une équipe assez complète qui vise effectivement à accompagner une entité. Alors quelles entités? Donc il y a les médias, je dirais que ça c'est l'ADN d'origine. Aujourd'hui, je dirais que c'est peut-être 20% de notre activité. Et le reste de notre activité, les 80%, se répartissent assez équitablement entre, en gros, le monde des institutions publiques, puisque les institutions publiques, dans ce grand mouvement qui est là depuis 12 ans maintenant de l'open data, vous avez peut-être entendu parler, donc libération des données publiques. Donc les entités, ça peut être
la CNAM, l'UNEDIC, l'INPI, enfin tous ces grands acronymes de grandes institutions, tous les ministères, bien sûr l'INSEE, voilà, ouvrent des portails open data. Donc vous êtes peut-être un jour allé sur data.gouv.fr, qui est un peu le méta-portail, voilà. Mais en fait, tout le monde ouvre son portail open data, libère de la donnée, sauf que il est évident que ma mère ne se lève pas en disant je vais aller me lire un petit tableur de la CNAM ce matin, alors que pourtant, dans ces tableurs, il y a la notion, par exemple, d'accessibilité des soins en France, la disponibilité des médecins, enfin, il y a plein d'histoires. Et donc, avec ces institutions publiques, on travaille à être, moi, ce que j'aime appeler le dernier kilomètre, c'est-à-dire la donnée est là, elle est expertisée, elle est produite par des institutions publiques, elle est authentifiée, voilà. Simplement, comment je vais toucher mon public? Alors, je ne suis pas un média, je suis une institution publique, mais pour moi, la mécanique reste la même. Comment je vais rendre lisible, compréhensible, explorable cette donnée à ma mère, qui est très importante dans ma vie, comme vous voyez. Et donc, on essaye avec mon équipe de créer des interfaces qui ne sont pas derrière pour un média, mais nous, on travaille avec la même mécanique, les mêmes exigences de rendre accessible cette information. Donc ça passe beaucoup par, effectivement, des portails de visualisation de données, explorables par, je rentre par qui je suis, puis ça va me chercher la donnée. Enfin, on essaie de trouver des choses qui ne ressemblent pas au tableau de bord un peu classique. Et puis l'autre partie de notre activité, c'est les chercheurs, le monde de la recherche. Donc, tu parlais de l'INHA, effectivement, Institut national d'histoire de l'art, mais on travaille avec, énormément avec, on a la chance de travailler avec Thomas Piketty et Julia Cagé, on a fait notamment le site Une histoire du conflit politique là, de leur dernier livre, et on travaille avec toute, aussi on va dire, toute son école, et avec tous les chercheurs qui autour de lui travaillent sur l'évasion fiscale et tout ça, et c'est passionnant. On travaille aussi historiquement avec le GIEC, puisque le Carbone Atlas, qui est un site qui existe depuis 12 ans, sur toutes les données qui servent au COP, on l'a fait, on le maintient depuis 12 ans. Donc c'est vraiment travailler avec ces chercheurs, ces institutions publiques et les médias. Et nous, on ne fait pas de différence entre les trois. Moi, le but à chaque fois de l'équipe, c'est de dire comment on va rendre accessibles ces millions de données. Et c'est pour moi les mêmes mécaniques de narration de données. Je ne fais pas de différence en disant c'est un truc public, ça doit être chiant. Non, en fait, aujourd'hui, l'exigence d'être média, enfin aujourd'hui, tout le monde souhaite une forme de médium vers le public. Et donc nous, en tout cas, on travaille avec vraiment les mêmes mécaniques. On ne change pas de casquette en se disant « Ah là, c'est le GIEC, ah là, c'est Médiacité ». Non, en fait. Comment on va rendre lisible et compréhensible la donnée? Donc à peu près, voilà ce qu'on fait. Et alors, quand un client, quel qu'il soit, vous contacte, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire, la plupart du temps, est-ce que les personnes arrivent avec déjà une interprétation des données et vous demandent juste la mise en forme? Est-ce que vous allez justement travailler avec eux, et j'ai l'impression que c'est ce que toi tu cherches à faire, sur justement l'interprétation des données pour pouvoir construire cette narration? Comment ça se passe et quels sont vos challenges là-dedans? Je dirais que le monde, là je vais faire peut-être une différence entre le monde des chercheurs, institutions publiques et les médias. Malgré tout, le monde des chercheurs, je remets assez peu en cause le livre de 800 pages de Thomas Piketty, quoi. Je ne me sens pas de challenger complètement ces interprétations. Par contre, je vois bien que par rapport aux données qu'ils ont récupérées, notamment une histoire du conflit politique, il faut se rendre compte, c'est l'ensemble des données électorales de la Révolution française à nos jours des 36 000 communes de France. C'est un travail, c'est 5 ans de recherche, ça n'avait jamais été compilé, en fait. Ça n'existait pas, en fait, tout simplement. Donc, ils sont allés chercher l'ensemble de ces données. L'idée étant de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre est-ce qu'une commune qui, on va dire, a des niveaux de revenus qui s'élèvent, a tel type de diplômé, a tel type de CSP, est-ce qu'elle vote plus à gauche, à droite? Vous savez, ces fameuses discussions de comptoir, voilà. Et est-ce que les données... donc l'idée, c'était d'objectiver un peu tout ça. Et donc, à la fois... Julia Cagé et Thomas Piketty sont arrivés avec un travail de recherche de 5 années. Mais je voyais bien que par contre ils étaient perdus dans les types de représentations. Comment on allait raconter une corrélation, comment on allait voyager dans les cartes, etc. Donc tout en restant sur un site effectivement où ils voulaient que chacun puisse faire son chemin utilisateur. Donc il y avait, parce que tout à l'heure on a parlé du fameux scrollytelling. Voilà, nous sur ce type d'outils, on reste quand même plus sur du tableau de bord parce qu'ils ne veulent pas présumer de votre recherche. Néanmoins, on les a fait rentrer, il y a un endroit où on peut voir des histoires, c'est-à-dire que Julia a travaillé des narrations
Donc il y a quand même des espaces un peu scrollytelling. Voilà, c'est quelque chose que je pense qu'ils n'auraient pas fait. Je pense qu'ils auraient fait un site avec, bon d'abord, tu as les jeux de données à télécharger, voilà, c'est mon don à la science, à la France, voilà, super. Ils auraient fait 3-4 cartes interactives et voilà, c'était fini. Et là, c'est vrai qu'on les a poussés. Sur le site, on rentre, on a 3 portes d'entrée. Donc par rapport aux questions que tu peux te poser, on a travaillé beaucoup la fluidité des cartes, on a tout préchargé, etc. Donc c'est des choses auxquelles ils n'ont pas... Voilà, eux, ils sont habitués au logiciel de chercheur où tu cliques, tu attends, ça tourne. Voilà, nous, on a dit non, là, il faut que ce soit une expérience, je veux que ce soit grand public. Et on a fait travailler, effectivement, Julia sur 5 histoires qu'elle a pré-travaillées et sur lesquelles on a fait les visualisations issues de l'outil, mais où on a préchargé voilà, des histoires déjà prêtes. Donc, je pense que pour les chercheurs, voilà, à la fois, nous, on ne les challenge pas sur le contenu, mais on va les challenger sur la façon dont on va pouvoir le restituer. Voilà. Sur les médias, je dirais que c'est un peu différent, puisque parfois, je me rends compte, si je pense par exemple à l'enquête qu'on a accompagnée sur les morts de Calais, c'est une enquête qui est sortie dans les jours. En fait, là, on est face à un journaliste qui, tout seul, dans le nord de la France, à Calais, documente depuis 5 ans dès qu'il y a un mort sur une plage, parce que personne ne le fait. Personne en France ne documente ces personnes migrantes qui meurent lors de tentatives de traversée. Voilà. Ils sont morts, quoi. Voilà. Et lui, en fait, par sa connaissance du terrain, les ONG avec qui il travaille, sa connaissance aussi du fait qu'il est sur le terrain, dès qu'il voit dans la presse locale un corps qui a été retrouvé, il va chercher le document, l'attestation, enfin, voilà. Et il fait son tableur. Et il vient face à nous avec cette enquête qu'il a écrite pour les jours. Et il dit, mais en fait, c'est pas que j'ai oublié de dire aux jours, j'ai tout un tas de récits de personnes, mais en fait, j'ai aussi ce tableur. Et ce tableur, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il le documentait, mais comme il ne sait pas faire de graphique à partir d'un tableur, il était pourtant bien organisé, il ne l'a jamais vu. C'est-à-dire qu'en fait, il a 5 ans de données, et il n'a jamais vu les tendances. Il dit, là, je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes, il voit un peu les nationalités, mais il est que dans... Parce qu'il ne sait pas faire, en fait. Et donc, en fait, ça a été assez troublant, parce que, en fait, en quasiment quelques minutes, on a commencé à travailler avec lui, on a pris, et en fait, c'est la première fois qu'il voyait ces données. Et j'ai vu combien le fait de data visualiser même ses propres données, on n'était pas encore dans la prod finale qu'on a finalement publiée dans les jours, mais que là, en tout cas pour lui, et ça arrive pour d'autres, finalement ça joue comme une forme de révélation de voir ces données pour la première fois quand elles sont un peu... Là, on était autour de 400 personnes, c'est trop, c'est beaucoup trop, mais c'est pas une grosse masse de données, mais finalement, c'est la première fois qu'il les voyait. Ou ça me fait penser aussi à un autre projet qu'on a fait d'ailleurs avec Westware qui est dans la salle, nos amis nantais, pour Conspiracy Watch. Donc là, on est dans une catégorie dont je ne vous ai pas parlé, mais on travaille aussi pour pas mal d'ONG, voilà. Donc là, Conspiracy Watch, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est avec Rudi Reichstadt, des chercheurs qui depuis plusieurs années travaillent sur les systèmes conspirationnistes, etc. Et là, l'équipe autour de Rudi compile, il documente à peu près l'existence d'à peu près 130 sites qu'il qualifie de conspirationnistes dans le web francophone. Il, pareil, récupère plein d'infos, il les qualifie, il trouve leur audience, etc. Sauf qu'il y a un truc qu'ils n'ont jamais vu, et là qui est beaucoup plus complexe que le travail de notre journaliste sur les morts de Calais, c'est comment ils sont interreliés. Pour ça, il faut faire passer des scrappers sur un certain nombre de ça, ils ne savaient pas. Ils avaient la base, mais en fait, qu'est-ce qu'elle raconte cette base? Et donc là, avec effectivement l'outil Hive et la grande connaissance de Westware, on a travaillé ensemble pour data visualiser cette sphère conspirationniste, et donc 1 million de liens qui ont été extraits pour voir la force des liens, qui renvoie à qui parle de qui, pour se rendre compte qu'en fait, cette sphère, c'est quasiment une grosse boule, en fait. C'est tout le monde, c'est hyper relié. Mais ça, pareil, l'équipe de Rudi, ils sentaient que c'était très interrelié, mais ils pensaient quand même qu'il y avait des pôles un peu plus distants. Et là, en fait, la première fois, je me souviens, quand ils ont vu la visualisation, je ne sais pas si tu te souviens, ils étaient comme ça, ils font
Ah, mais c'est une grosse... Voilà, ils pensaient, vous savez, ces graphes de réseau où tout d'un coup, il y a des trucs un peu à gauche, à droite, on peut analyser. Ah, lui, ils sont plus distants. Ah là, c'est une grosse boule de chewing-gum, quoi. Ils sont comme ça. Et du coup, il était limite un peu déçu, se le dire. Mais non, parce qu'en fait, la visualisation, et donc la visualisation de l'objectivation des données, n'allait pas totalement. Mais il y a eu un moment j'ai trouvé, de digestion de l'information, parce qu'en fait, ça allait un peu contre... finalement, peut-être ce qu'il le projetait comme terme de visualisation, on me dit, mais ça, c'est la donnée, en fait. C'est vraiment ce que raconte la donnée. Et donc là, on voit qu'on les a fait évoluer aussi, grâce à la visualisation, un peu dans la façon dont eux-mêmes voient un sujet qui les occupe quotidiennement. Donc parfois, on n'est même pas dans la visualisation finale, qu'on voit que les pré-visualisations, ou le travail d'accompagnement visuel, il aide aussi à maturer les enquêtes, il aide à maturer finalement pour des gens qui connaissent quand même très bien leur sujet, la façon dont ils voient leur propre... voilà. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, on a des outils pour recueillir ces données et les voir autrement, en fait. Voilà. Et finalement, ce que tu évoques, ça pose la question de vos usagers. C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez uniquement pour ceux qui vont lire les enquêtes, ou est-ce que vous travaillez aussi pour ceux qui les produisent? Donc là, tu réponds déjà à la question, mais si on s'intéresse à ceux qui et celles qui lisent les enquêtes, qui les consultent, est-ce que vous regardez, vous cherchez à savoir quelles sont les typologies? Tu parlais de ta mère. Est-ce que ça va être justement des citoyens lambda? Est-ce qu'il y a des personnes plus spécifiques qui vont être amatrices de ce type de visualisation, de type de narration, et comment est-ce que vous essayez de les cibler? En fait, est-ce que vous faites de la recherche utilisateur sur les personnes qui consultent vos enquêtes? En fait, c'est assez difficile. Pour les médias, on fait confiance à leur enquête utilisateur. C'est-à-dire, on travaille essentiellement pour de la presse indépendante, qui connaît plus ou moins ses lecteurs, il faut quand même le dire. Mais on va dire qu'on s'adapte quand on travaille sur des médias indépendants, comme Médiacité, Mediapart tous les jours, qui sont quand même assez grand public, enfin assez généralistes, ou d'autres médias qui vont être peut-être plus experts sur un domaine. Donc on va essayer de doser, mais là, je suis entre guillemets obligée de faire confiance à ce que les rédacteurs en chef ou la rédaction me racontent de leurs lecteurs. Et du coup, on va doser avec eux le niveau de granularité, le niveau de personnalisation, le côté non, ça va être un pur scrollytelling, voilà, ou non, là, en fait, parce que nous, en data visualisation, il y a aussi quand même ce besoin, alors on n'est pas dans le webdoc où vous cherchez pendant des heures, mais quand la data le permet, il y a quand même une très forte envie d'avoir une personnalisation de l'expérience. Et c'est souvent possible. Là, par exemple, dans l'histoire du conflit politique, vous pouvez tout à fait dire dans quelle ville vous habitez, vous avez toute l'histoire de votre ville. Je ne peux pas vous offrir la même histoire qu'à d'autres. Parfois, on peut mettre le genre, le sexe, la ville, et on a des données qui sont propres. Et donc, du coup, on a une captation de l'attention, j'aime pas trop le terme, mais de fait, on se dit, ah, en fait, là, j'apprends des trucs quasiment sur moi, ou sur mon environnement, ou sur les gens qui sont comme moi. Voilà. Et ça, on sait qu'en termes d'accroche pour entrer dans l'expérience, c'est hyper fort. Donc, sur les médias, on fait fortement confiance à ce que nous disent les médias de leurs études de lectorat et on essaye de s'adapter avec eux. Comme on le voit, nous on travaille effectivement pour les institutions publiques. Alors les institutions publiques, c'est faut parler à tout le monde, on ne va pas faire de choix. C'est tout le monde, l'accessibilité, enfin c'est vraiment voilà. Donc là, du coup, c'est des expériences souvent plus neutres. Dès qu'on essaye de éditorialiser, etc., ils sont en mode stress, quoi. Parce que non, on ne peut pas éditorialiser. Éditorialiser, c'est choisir. En fait. Et non, nous, là, en fait, on doit offrir la même chose à tout le monde. Donc ça donne des choses que moi, j'estime plus plates. Après, je trouve que c'est du service public, donc c'est important de le faire. Mais c'est vrai que j'essaye parfois, ma petite appétence journalistique, à les pousser vers un peu de choisir quand même une façon d'entrer dans l'info. Mais voilà, là, il y a le côté neutralité, service public. Sur les ONG, ça va dépendre de leur positionnement. Parfois, elles vont avoir très fortement envie d'engager un message par rapport à la lecture, et donc là, elles vont nous permettre de le faire. Et les chercheurs aussi, c'est la science, donc on veut parler à tout le monde, on ne veut pas choisir, etc. Le fait est que je le vois plus peut-être sur le climat ces derniers temps, parce qu'on travaille beaucoup dans l'environnement. Il y a une forme d'urgence qui est là depuis longtemps, mais je trouve les scientifiques plus engagés, plus assumants
un certain militantisme et moins dans le côté non, mais on va mettre toutes les données au même niveau, etc., qui était un peu l'acceptation de dire non, mais il faut y aller. Là, il faut faire passer des messages. Donc, quand on fait passer un message, ben, on éditorialise, on met une donnée plus en avant qu'une autre, on crée une expérience qui va être centrée sur un cas plus qu'un autre, et ils assument ça beaucoup plus. Et ça, c'est assez récent. Je dirais que ça fait 2-3 ans. Donc, voilà, tu vois le champ, en fait, et nous, on s'adapte à tous ces... Voilà, on fait confiance à la connaissance qu'ils ont. Et après, on met, et là aussi, c'est assez récent, parce que je sais que la question a été posée précédemment sur les métriques, c'est-à-dire comment on suit les parcours utilisateurs. Il faut avouer que dans les médias, je confirme, c'est finalement pas, en tout cas sur des formats un peu atypiques qui sont en dehors des CMS, bien sûr, hein, nous, dès qu'on arrive, oh là là, on va vous faire une URL dédiée, hein, parce que là, ça rentre pas. Donc voilà, on est toujours, du coup, on est à part et on ne bénéficie pas effectivement on va dire des outils d'audience qui sont déjà installés. Après, nous, on en installe de notre côté. Voilà, on sait, voilà, il y a des trucs qu'on a envie de suivre. Et c'est très bizarre, je ne m'y attendais pas, mais je trouve que du côté des institutions publiques, j'ai aujourd'hui plus d'exigences sur les parcours utilisateurs. Ils ont envie de comprendre, beaucoup moins que finalement, les médias, on propose quoi. On fait, non mais en fait, ça ne vous intéresse pas? Ah oui, c'est peut-être intéressant. Oui, quand même. Alors que les institutions publiques, j'ai l'impression que c'est maintenant dans leur cahier des charges initial, avec l'accessibilité et tout ça, mais la notion de suivi des parcours utilisateurs, et ça, je trouve ça super, parce que du coup, ça se dit, quand on investit des outils pour le temps long aussi, hein, c'est quand même des objectifs de temps long, la donnée, l'avantage aussi, c'est qu'elle se renouvelle. On est branché en open data, donc dès que la donnée est mise à jour, chaque semaine, chaque mois, l'interface ne bouge pas, mais les histoires et l'accès à l'information changent. Et donc, comme ils sont dans de la pérennité, ils ont envie de comprendre les parcours. Et ça, je trouve ça super. Parce que du coup, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais effectivement, parce que là, c'est des services gratuits. Hein, je parle de tout ça, c'est des sites gratuits. Il n'y a pas des notions d'abonnement, etc. Et finalement, ils y sont plus intéressés. En tout cas, ils le formulent clairement plus que les médias. Donc, c'est assez... on va dire, oui, pas attendu, mais je trouve ça très positif. Essentiel, en tout cas. Ouais. Avant de donner la parole à la salle et pour vous poser une question croisée, qui est un peu la même que posait Maxime à la fin de la précédente table ronde, on est une école, ce qui nous intéresse c'est la formation de nos étudiants. Quelles sont les compétences que vous allez chercher justement chez les personnes que vous recrutez? Et peut-être pour formuler la question aussi un peu différemment, toutes les deux, vous vous focalisez beaucoup sur la question des données. D'ailleurs, je crois que toi, tu viens aussi de ce domaine-là. Soline, tu avais travaillé dans une ONG qui travaillait sur les questions d'algorithmes avant d'arriver à la CIJ, si je ne me trompe pas. Est-ce que cette question de la maîtrise du traitement des données, etc., c'est un enjeu fondamental même pour des designers chez vous? Ou en tout cas, c'est quoi les compétences clés qu'il faut avoir aujourd'hui pour faire les métiers que vous exercez? Je ne sais pas laquelle veut répondre en premier. Nous, on est dans un ratio nombre de designers, nombre de développeurs assez... Défavorable? Ouais, parce qu'en fait, on fonctionne un peu comme une entreprise de logiciels, quoi. Donc, en fait, du coup, il faut que le ou la designer soit quand même assez multifacette, face user research, UX, UI, voire même, moi, je fais aussi ce qu'on appelle PO, Product Owner, donc en fait, organiser... un peu le travail entre en fait quel ticket on prend, parce qu'en fait moi je fais des maquettes, après on découpe les maquettes en grandes stories, donc on dit en tant qu'utilisateur je vais utiliser un filtre, et ça devient un ticket dans GitHub qui est le logiciel qu'utilisent les développeurs pour coder ensemble, parce que c'est très collaboratif pour coder ensemble un logiciel, et voilà, et du coup c'est sûr que, en fait, je pense qu'une des premières compétences que moi je chercherais si je recrutais, ce serait vraiment la capacité d'analyse métier, le côté user research, parce qu'en fait, le design, dans mon cas, c'est de la pure adaptation aux besoins des journalistes qui sont très changeants, parce que voilà, il y a l'IA, parce que les modèles changent, parce que la data pour une enquête elle est comme ci, pour une autre enquête elle est comme ça. Et donc je pense que la première capacité, d'ailleurs j'ai fait de la socio avec Stéphane en études, mais ça m'aide beaucoup en fait, le côté observation un peu anthropologique, de se dire j'essaye d'effacer un peu tous mes préjugés sur ce que le ou la journaliste veut faire, j'observe comment
il ou elle le fait. En plus, on a une grande diversité de profils parce qu'on a des journalistes d'investigation âgés qui ont des grandes compétences d'enquête traditionnelle. Et quand on les met devant un logiciel, faut beaucoup expliquer. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé l'accessibilité. Et en même temps, on a des gens hyper pointus qui ont fait à la fois une école de code, une école de journalisme, et qui arrivent et qui savent donc coder, utiliser plein de scripts Python. Et donc en fait on doit s'adresser à... Donc c'est un peu ça le plus gros défi. Après tout ce qui est compétences... moi j'ai l'impression de me former tout le temps en fait. Donc je pense que la capacité à apprendre, faut qu'elle soit là. Mais si je devais recruter quelqu'un, je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait une case bien cochée sur un logiciel en particulier. Parce que moi je l'ai vu rien qu'avec l'évolution de Figma et la façon dont moi je design par rapport à comment je designais il y a 2 ans. Ça a beaucoup changé. Maintenant, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les composants, les variants, faire un prototype. Ça, au début, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas du tout ça. Donc le métier s'est beaucoup rapproché des développeurs en termes de langage. En termes de... Maintenant, on parle quasiment avec les mêmes mots. Et mes collègues front-end me disent, en fait, tu devrais apprendre à coder parce que c'est juste que nous, on écrit des lignes et toi, tu fais des rectangles. Mais et en fait, du coup, c'est plus en termes de compétences. Si aujourd'hui, je devais dire à des étudiants en design qui voudraient travailler dans les médias quoi faire, d'ailleurs, ils l'ont dit, Thomas et Maxime, dans la table ronde d'avant, on a des certitudes pendant... en 2014, on a des certitudes. En 2017, elles sont changées. Maintenant, le métier, c'est mieux d'avoir ça. Donc en fait la capacité d'adaptation et du coup le côté user research, bien comprendre, c'est vraiment voir, comprendre et ensuite imaginer, proposer des solutions et savoir prendre le feedback aussi. Je pense que c'est les meilleures qualités qu'un designer peut avoir. Surtout qu'avec l'IA, la question technique, même je le vois là en fait la façon dont on code les logiciels, j'ai l'impression que dans quelques mois ça peut avoir complètement changé. Même moi je sais même pas si j'utiliserai encore Figma dans 1 ou 2 ans. On va passer à des prompts ou des scripts. Maintenant, on nous propose des composants. Il y a des LLM qui ont été entraînés sur des design systems. Et du coup, le code arrive là. Et du coup, les développeurs, en fait, parfois, les développeurs, ils peuvent se retrouver dans des situations quasiment de UX/UI parce qu'ils vont customiser des composants qu'on leur suggère, qui peuvent chercher dans une base d'un design system. On leur dit, là, peut-être un carrousel, puis on pourrait faire ça, ou peut-être... Donc voilà. Donc la question des compétences, c'est bien d'être à la page. Faut avoir l'envie de se former en permanence, même au fil de... la carrière avançant, moi, j'aimerais bien parfois me dire si j'étais menuisière, j'aurais la même machine à bois que mon grand-père. Là, non, en fait, ça change tout le temps. Donc faut avoir la motivation quand même pour se former régulièrement. Ouais. Karen. Je plus sois tout ce que dit Soline. Nous, dans l'équipe, tout le monde a 2 à 3 compétences chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des designers qui dev, j'ai des UX, UI qui font de la data. Personne n'est mono-compétence. C'est ce qui permet à l'équipe de se parler en permanence et de se comprendre. Et effectivement, comme les designers code, ils ne pensent pas les mêmes graphiques dès le début, parce qu'ils savent le code qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça va demander. Donc quand on essaie de travailler, de hacker un peu les librairies de databases existantes, ils savent ce que ça veut dire. Et donc ça accélère tout, mais effectivement, tu as raison avec Figma, c'est-à-dire que moi j'interviens beaucoup plus en amont, alors que je suis beaucoup plus dans la conception édito, travailler le produit aussi, même si j'aime moins ce terme, mais de fait, voilà. Mais en fait, maintenant, j'interviens beaucoup plus parce que Figma me permet d'intervenir plus. Donc, en fait, ça devient hyper poreux. Je vais beaucoup plus loin, les designers remontent plus. Enfin, tout le monde, en fait, et c'est pas on prend de la place d'autres choses, mais en fait, c'est vrai que c'est offert. Et puis après, ça fait 12 ans qu'on travaille sur ces sujets, donc en fait, on voit comment ça fonctionne, on voit que nos devs codent différemment aussi. Nous, la plupart de nos devs, on fait les gobelins, donc c'est des devs très créa, très pixel près, très, très soucieux, voilà. Donc tout le monde est très proche, en fait, finalement. Même si on arrive d'école de journalisme, de design, de dev, finalement, ce qui nous rejoint, c'est
c'est le fait qu'il y ait une visualisation à la fin ou une interface qui permet d'accéder à des visualisations. Et oui, il faut rester... nous, on fait beaucoup de points, par exemple, pas mono-métier, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, un point IA chaque semaine, où en fait, tout le monde, j'écoute ce que font les devs avec l'IA, j'écoute ce que font les designers avec l'IA, nous, on dit ce qu'on fait en journalisme. Et en fait, on fait beaucoup de points multimétiers, parce qu'en fait, il y a pas... Mais en fait, c'est plus transversal tout le temps. Donc, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui... interroge nos différents métiers, même si on ne pense pas comme ça, on le met au milieu de la table et on en parle et toutes les semaines on échange sur comment on voit comment ça évolue, parce qu'en fait on se rend compte que c'est toujours voilà, enfin, le niveau le silo, ça fait longtemps qu'il a explosé, mais là je trouve que c'est encore plus fusionnel en fait, de plus en plus. Donc oui, nous c'est UX, UI, qui aime la data quoi. Donc, et le code, donc c'est hyper facile à trouver. Est-ce que vous avez des questions? On a encore quelques minutes avant de faire une petite pause. Est-ce que l'esprit critique est quelque chose d'important dans Ah le métier? ouais, oui. Enfin, je pense, d'ailleurs, esprit critique, je dirais même à tous les métiers que ça englobe, parce que moi j'adore quand d'un coup je vais briefer l'équipe plus UX, UI et DataVis sur un sujet et ils vont me dire « Ah non mais c'est super chiant ». En fait, j'aime cet esprit aussi de challenger, de ne pas dire « Oh là là, il y a le travail édito, data qui a été fait et nous réceptionnons ça et nous allons le rendre joli ». Moi j'aime qu'ils nous rentrent dedans en disant « Mais ça, mais jamais, j'irai… » Enfin voilà. Pourquoi c'est présenté comme ça, c'est pas ce sujet-là. Donc c'est nos premiers lecteurs, c'est nos premiers internautes finalement, et pareil des développeurs. Donc en fait l'esprit critique, oui, il est pas que réservé aux gens qui vont travailler l'édito et la data. Où il doit y en avoir beaucoup, qui a produit cette donnée, pourquoi, comment ça a été financé, enfin, il y a toujours plein de questions. Mais en fait, c'est tout au long de la chaîne, tout le temps, et c'est pas se rentrer dedans, avec beaucoup d'empathie, mais c'est de se dire, bah oui, en fait, le truc, ça fait des semaines que je travaille dessus, ça m'a l'air passionnant, mais en fait, je viens de le dévoiler à mes premiers lecteurs, et en fait, c'est mon équipe, et ils disent, ah non, mais pas du tout, en fait. Donc, ouais, esprit critique tout le temps. Il n'y a pas de... Et il n'y a pas de hiérarchie, en plus, donc tous les retours sont bons à prendre. Ah oui, tout le temps. Il y avait une autre main levée. Je voulais savoir chez Vidoo Data si vous travaillez avec des institutions en santé, dans le domaine de la santé, et si vous aviez des exemples de ce que vous avez pu faire dans ce domaine. En santé, en fait, on travaille avec la CNAM. En fait, on a fait tout le portail Data Amélie. C'est un portail très tableau de bord, institution publique. Donc toute la libération des données, donc ça va aujourd'hui de quoi on meurt en France, aujourd'hui combien coûte le système de santé, aujourd'hui c'est quoi les professions ou les spécialités où il manque, où il y a des professionnels. Donc c'est un immense espace et on va ouvrir une nouvelle brique qui devait ouvrir la semaine prochaine mais qui est retardée ils vont ouvrir le premier observatoire de l'accès aux soins. Avec différents indicateurs pour raconter en fait l'accessibilité des soins en France, on va dire distance à un hôpital, etc. Et donc c'est la première fois qu'ils vont rentrer dans cette notion d'observatoire. Jusqu'ici c'était un côté très tableau de bord des professionnels de santé, tableau de bord des pathologies, enfin voilà, très tableau de bord. Et un observatoire, on voit que c'est un glissement un peu déjà, c'est-à-dire qu'on utilise des indicateurs mais on utilise des métriques, et ça veut dire s'il y a un observatoire, c'est qu'il y a des objectifs. Donc ça veut dire qu'on se positionne et tout. Donc je trouve que c'est assez intéressant de la part d'une institution publique de rentrer dans cette notion d'observatoire, parce que c'est-à-dire qu'elle s'auto-observe et elle dit sa distance à un objectif. Donc ça c'est assez nouveau. Voilà, sur la santé, c'est essentiellement la CNAM qui est notre principal interlocuteur à date. Il y avait Bastien. Ouais, la question n'est pas forcément très claire dans ma tête, donc j'espère que vous allez bien vous en saisir. Comment est-ce que vous gérez l'influence des valeurs et des imaginaires qui sont intégrés dans les outils que vous utilisez? C'est-à-dire que vous faites de l'investigation, vous faites de la médiation d'information, donc vous-même, médiateur d'une certaine manière, vous utilisez des outils qui n'ont pas forcément été conçus par vous et qui sont un peu imprégnés de la vision du monde de leurs concepteurs. Est-ce que ça a un poids? Est-ce que vous essayez d'avoir une approche peut-être un peu réflexive sur les outils que vous allez choisir? Nous, beaucoup. C'est une grosse question parce que on n'utilise que des logiciels open source. Moi j'utilise Figma, c'est pas open source, mais pas forcément dans toute la chaîne de production, mais en tout cas dans tout quand je parlais de DataShare, on embarque beaucoup de logiciels dedans.
Et là, pour qu'on puisse être labellisé open source, il faut que tout ce qu'on utilise dedans soit open source. Et après, tout à fait, la question se pose beaucoup avec l'IA, qui a une façon d'arriver dans le monde, de s'imposer, et qui pourtant peut être énormément très questionnable. Et en plus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur la question de la fiabilité, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis tout de suite ChatGPT dans DataShare, parce que en fait, là, je crois que c'est le Nieman Lab ou Columbia, je ne sais plus, la semaine dernière, qui publiait une sorte de test pour savoir si les outils conversationnels comme ça disaient des choses vraies ou fausses, et en fait, le taux de choses fausses médite avec un ton très confiant et hyper élevé, donc c'est très dangereux. Du coup, nous, c'est vraiment un critère très important de savoir quels outils on utilise, dans quel but, et ça ralentit un peu parfois les capacités d'innovation, parce qu'on aimerait pouvoir tout de suite dire « Ah oui, nous, on est au top de ça ». Mais en fait, il y a une éthique journalistique qui nous oblige, et c'est très bien à bien étudier chaque... Et puis après, dans la façon dont nous, on façonne le logiciel aussi, on a essayé de faire en sorte que l'architecture soit la plus ouverte possible et interopérable avec d'autres logiciels. Donc on a fait une architecture où on peut avoir des plugins, des extensions, que tout soit le plus ouvert possible en termes de technologie. Ouais, ce qui est utile parce que les journalistes utilisent plein de petits outils en data, ils doivent pouvoir faire marcher les logiciels entre eux. Et nous, très rapidement, en fait, on est rarement satisfait en fait, d'un outil, parce qu'il n'est jamais fait. Vraiment, la DataVis, c'était vraiment Donc, toi, sur Figma, on a développé un plugin de DataVis à nous. En Carto, on a développé un outil de Carto à nous. Parce qu'en fait, c'est jamais comme on veut, et puis on a les compétences en interne pour faire. Donc, je dirais que c'est moins une réflexion sur l'outil, il me fait passer des valeurs occidentalo-centrées, machin. Je dirais pas qu'on est à ce niveau-là. C'est plus une insatisfaction permanente que ça ne correspond pas aux besoins de la data visualisation ou de la cartographie quantitative qui ont des exigences particulières et ont longtemps vécu sur des logiciels un peu méga super old school, où l'UX ne nous plaît pas du tout, où ça ne va jamais jusqu'au bout, donc c'est beaucoup d'insatisfaction, et du coup au lieu d'être en colère dans notre coin, on crée nos trucs. Voilà. Eh bien, je vous propose de nous arrêter là pour cette table ronde.